C'était à la une de Libération hier matin. Des femmes qui témoignent à visage découvert et qui accusent un système PPDA. Aujourd'hui dans Libération, vous avez dû voir ça, 8 femmes accusent PPDA à visage découvert. Les témoignages à visage découvert contre Patrick Poivre d'Arvor. On lit le dossier une première fois au mois de septembre. C'est une enquête préliminaire qui a été effectuée par la police en charge de cette enquête. Ce qu'on découvre dans ce dossier, dans cette enquête préliminaire, c'est d'abord un nombre de témoignages et de plaintes très élevé, puisqu'au total il y a 23 femmes qui sont allées voir la police, qui racontent des histoires évidemment toutes différentes, mais qui se ressemblent beaucoup. Et on découvre que c'est souvent des schémas qui se répètent. Il y avait un mode opératoire similaire de la part de celui qui était mis en cause, c'est-à-dire Patrick Poivre d'Arvor. PPDA ferme la porte. On échange quelques mots, puis il prend un appel. Je reste debout et me tourne vers sa grande bibliothèque pour me donner une contenance. Je ne l'entends pas s'approcher. Il me retourne brusquement face à lui, m'oblige à me baisser et enfonce son sexe dans ma bouche. Je ne me souviens pas de la suite. Je ne me souviens pas de ce qu'il m'a dit ou de la manière dont j'ai quitté son bureau. Je sais juste que j'ai été me rincer la bouche dans les toilettes. Elles ont été mises en cause par Patrick Poivre d'Arvor qui a un petit pointé une supposée lâcheté, un supposé anonymat. Et elles ont décidé de dire qu'elles n'étaient ni anonymes ni cachées. Et pour moi, ce qui était important, c'était pas tant le visage découvert, et surtout que les entretiens soient assez longs. Qu'elles aient la place d'expliquer les circonstances de l'agression quand c'était une agression et qu'elles ne soient pas réduites à cette agression. Vient enfin le jour où l'un de mes reportages est pris dans le journal de Poivre. C'est le Graal, je suis ravie. Dans ce cas, on doit se rendre à la conférence dite de débriefing après le 20h. Je repars en prenant l'ascenseur avec mes supérieurs hiérarchiques, un homme, 2 femmes et PPDA. Il se penche vers moi et me demande « Êtes-vous fiancé? Êtes-vous marié? Êtes-vous fidèle ?» Je panique. Ce qui me choque le plus, c'est le regard amusé de mes chefs. Je suis humiliée d'être jaugée comme la prochaine qui passera à la casserole. Dans cette enquête préliminaire, ce qui me frappe d'abord, c'est de relever qu'un mode opératoire, un système, un schéma se dessine dans tous les témoignages des femmes. C'est-à-dire qu'on retrouve des éléments communs, des questions très intimes, très intrusives posées aux femmes que Patrick Poivre d'Arvor abordait, des invitations au journal télévisé de TF1 quand il le présentait en coulisses pour suivre ce journal, après des invitations dans le bureau. Là, ce qui est vraiment frappant et ce qui donne vraiment du crédit à tous ces témoignages, c'est qu'en fait, ils se ressemblent tous et qu'en fait, il n'y a pas une parole contre une autre, mais 23 paroles contre une parole. En 2003, je suis appelée par l'interphone dans le bureau de Poivre à propos d'un sujet. Ça arrivait rarement. J'étais sur mon lieu de travail, on était au milieu de la journée. Il était inconcevable que je puisse être en danger. Alors je m'y rends. La porte était ouverte. On commence à parler de mon reportage. Et là, d'un seul coup, il m'interrompt. Vous vous souvenez, la toute première fois, quand vous êtes entré derrière moi pour me montrer une infographie, vous avez collé vos seins à mon dos. Et j'ai bredouillé « Non, je m'en souviens pas ». Là, il s'est levé très vite. Il a fait le tour de son bureau et m'a renversé dessus. J'étais sidérée. En une poignée de secondes, sa langue était dans ma bouche, une de ses mains dans mon soutien-gorge et les doigts de l'autre dans mon sexe. La porte était ouverte et dans les bureaux d'à côté, il y avait ses 2 secrétaires et la rédactrice en chef. D'après les témoignages qu'on a recueillis, Cécile Timorot a été parler à sa direction, ou plutôt à son responsable hiérarchique qui était Robert Namias, et Robert Namias lui a dit « je m'en occupe ». Il a même dit « je crois, fais chier, je m'en occupe ». Quand on pense à Muriel Reus qui a alerté la présidence, elle n'a même pas eu besoin de décrire ce qui s'était passé.
Patrick Lelay a immédiatement dit « Ah, il n'a pas osé avec toi », avant même qu'elle ait fini sa phrase, ce qui signifie qu'il était au courant qu'il y avait un problème. Après le 20h, je rejoins Poivre dans son bureau. Son assistante se désole. « Ah non, Cécile, pas toi. » Je lui dis de pas s'inquiéter, elle fait la moue. « Tu le connais pas. » C'est un dîner sans alcool, très sympa, où nous parlons littérature. Puis je m'aperçois que son regard change brusquement. Ce n'est plus le même homme. Je me sens plus en sécurité, j'annonce mon départ, et dans le couloir qui mène à son entrée, Patrick me saute dessus. C'était rapide et suppliant. J'ai ses mains partout, je me débats et il est physiquement plus fort que moi. Demain, si tu ne me lâches pas, toute la rédaction est au courant. À ces mots, il disparaît. Le lendemain, j'ai raconté l'épisode à Robert Namias. Il n'avait pas l'air étonné. Je m'en occupe. À TF1, PPDA a fait comme si de rien n'était, mais il était distant avec moi. En tant que journaliste, je ne l'intéressais plus. À partir de là, coïncidence ou pas, ma carrière n'a jamais progressé. J'ai décidé de quitter TF1 en 2001. Évidemment, j'ai fait la démarche de contacter des dirigeants de TF1, des anciens dirigeants de TF1, pour qu'ils puissent répondre aux faits qui étaient mis sur la table par certaines des femmes. Il y a une personne avec qui j'ai pu parler, c'est Robert Namias, qui est l'ancien directeur de l'information de TF1, donc un cadre dirigeant de première importance. Lui dit ne pas se souvenir de ce que dit Cécile Timorot à propos de la conversation qu'il aurait eue après son agression sexuelle. Il dit également ne pas mettre en doute cette parole. Et puis sinon, j'ai interrogé plusieurs anciens dirigeants, anciens cadres de TF1. Ce qui ressort de toutes ces réactions, c'était une sorte de déni de ce qui aurait pu se passer. On était au courant de rien. On n'avait évidemment pas de remontée d'informations, de plaintes, de harcèlement, de viol ou d'agression de la part de Patrick Poivre d'Arvor. Et puis cette réponse, quasiment dans la bouche de tout le monde, dépeignant Patrick Poivre d'Arvor comme un homme à femme, un séducteur invétéré, un charmeur, un don Juan. Mais il y a Nonce Paolini qui t'a dit quelque chose d'un peu différent. Ah oui, c'est vrai aussi, j'ai oublié. Très peu de temps avant la publication de l'article, j'ai pu parler aussi à Nonce Paolini, qui est l'ancien PDG de TF1, qui l'a été de 2008 à 2016. C'est lui qui a sorti Patrick Poivre d'Arvor de la présentation du 20h. Il a été licencié même, pour des raisons d'ordre professionnel. Et Nonce Paolini, qui lui dit qu'il n'y avait aucune raison de ne pas croire toutes ces femmes, et aucune raison non plus de croire qu'elles s'étaient liguées ensemble contre Patrick Poivre d'Arvor. Dès que le plat est terminé, il se jette sur moi alors que je suis encore assise. C'est brusque et soudain. Je suis une chiffre molle. Il me porte pour me déposer sur le canapé à côté et il m'impose un rapport sexuel extrêmement bref. Je me souviens d'une immobilité physique et d'un affolement des pensées. D'avoir cherché mentalement de toutes mes forces une solution pour sortir de là, sans la trouver. J'ai mis des années à me défaire de la chape de dégoût et de honte. Des années à me dire que j'aurais pu crier, me débattre, frapper, courir. Après, je me rappelle un silence, et tout de suite me demander comment j'allais gérer ça, puis me dire que cela n'aurait pas d'impact sur ma vie. Vaine promesse. Je ne me rappelle pas les jours qui ont suivi. Très peu de temps après, je lui annonce que je veux arrêter notre collaboration. Il change de visage, puis il fait le tour de la rédaction pour dire que je suis nulle. Je suis placardisée quelques mois avant mon départ pour LCI. L'enquête a été publiée un lundi en fin d'après-midi à 18h et on le savait depuis déjà quelques jours qu'on visait ce moment-là. J'ai contacté Patrick Poivre d'Arvor par mail plus de 48 heures avant. C'était le samedi matin aux alentours de 10h30, 11h, lui posant des questions précises, l'informant de la publication imminente d'une enquête sur cette affaire. Patrick Poivre d'Arvor, il répond environ 48 heures après le mail que je lui adresse. Cette tentative de contournement médiatique d'une décision d'ordre judiciaire me semble regrettable, inquiétante et dangereuse. L'enquête préliminaire a donné lieu à une décision de justice qui m'a été favorable,
toutes les plaintes ont été rejetées. Bon nombre d'entre elles n'avaient rien de spontané, puisque de nombreux éléments tentent à démontrer l'existence d'une concertation. C'est des réponses qui existent et que nous, on intègre à notre travail. Elles sont citées dans notre article, dans notre enquête. On a choisi d'entendre longuement les femmes qu'on a interviewées alors que les faits sont prescrits, parce que d'abord la prescription, c'est pas un brevet d'innocence, ça veut simplement dire que ça s'est passé il y a longtemps, et surtout notre démarche n'a pas grand-chose à voir avec celle d'un officier de police ou d'un juge ou nous, ce qui nous intéresse, c'est de documenter et d'analyser une structure de domination. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que ce soit possible, quoi. Il est arrivé, il a refermé la porte et a tout de suite mis comme un cow-boy ses jambes sur son bureau. Ensuite, toujours la même antienne. Est-ce que j'étais en couple, fidèle, etc. Il entrelaçait ses questions d'autres sujets susceptibles de justifier ma présence. À un moment, il s'est levé, a caressé mes cheveux. J'ai pris peur. Je me suis raisonnée. Après tout, mon père aussi avait ce geste. Puis, sans que je le voie venir, j'ai senti sa langue dans ma bouche et sa main dans mon soutien-gorge. Je l'ai repoussé. Il a refait le tour de son bureau, très fâché. Il m'a congédié par ces mots. « Madame, j'ai du travail. » J'ai raconté cette histoire à tout le monde. Je n'ai jamais lâché, y compris à des journalistes quand je faisais la promotion de mon livre. Elle n'est jamais sortie. Autant la manipulation que l'agression m'ont révoltée, mais aussi la légèreté avec laquelle mon récit était pris. Il suscitait des rires et des blagues. J'étais très blessée qu'on ne tienne pas compte de moi. Un ami journaliste à l'époque m'a appris peu de temps après que tout le monde savait, que c'était un processus bien rodé, où autrices, étudiantes, journalistes étaient invitées au JT avant de passer dans son bureau. Si tout le monde savait, pourquoi est-ce que cela continuait ? Dans l'affaire, elle n'est pas terminée, parce qu'il va y avoir un nouvel épisode qui va s'ouvrir, car Florence Porcel, qui était la première plaignante dans le dossier, qui avait déposé plainte pour viol en février 2021, plainte classée sans suite par le parquet nanterre, car jugée insuffisamment caractérisée. Elle a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. Ça devrait entraîner normalement la saisine d'un juge d'instruction avec des investigations plus poussées, avec peut-être une issue différente qu'un classement sans suite. Et dans ce dossier, évidemment, il y a la prescription qui joue énormément, mais il y a peut-être des faits qui sont pas prescrits, qui vont être mis à jour.